Alors, bonjour, bienvenue à cette discussion sur le COVID-19. On a organisé une discussion entre une patiente, une personne atteinte du COVID-19, Amanda Bock, qui se joint à nous de Belgique, et le docteur Antoine Boivin, qui est un médecin de famille au GMF Notre-Dame à Montréal, qui est donc aux premières lignes de la pandémie à Montréal, qui en est un peu à ses débuts. Je m'appelle Mathieu Jackson, je travaille au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients publics. Et donc, je vais un peu animer cette discussion plutôt informelle. On va commencer avec Amanda, si tu veux bien te présenter et présenter un peu ton histoire avec le COVID-19. D'accord, merci Mathieu. Merci Antoine, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Amanda, effectivement. Je vis à Bruxelles, en Belgique, avec mon mari et mes deux enfants de 12 et 10 ans. J'ai commencé à avoir des symptômes il y a 15 jours. Je pense avoir été infectée soit 7, soit 14 jours avant ça, parce que j'étais en voyage en Europe, dans 3 pays. Et par la suite, pour les vacances de ski, comme tout le monde. Par la suite, j'étais revenue et on avait une fête anniversaire pour les enfants où on a rencontré une vingtaine de gens qui eux aussi étaient rentrés des fêtes de ski, de vacances de ski partout en Europe, dont il y avait quelques-uns qui avaient des symptômes. Donc voilà, à mon sujet. Peux-tu nous décrire un petit peu, Amanda, comment ça a commencé pour toi, les symptômes? Qu'est-ce que tu as ressenti en premier? Oui, volontiers. Alors, il y a 15 jours, j'ai commencé avec une fatigue extrême et des frissons. Des frissons que j'ai encore maintenant, comme vous voyez. J'ai une tuque, j'ai une écharpe. Là, j'ai 3 épaisseurs. Au début, j'avais 6 épaisseurs et j'ai 2 duvets de plumes, carrément. J'ai toujours froid. Même si dehors, il fait beau, mes enfants jouent dehors en t-shirt et en short. Une fatigue extrême, ça fait 15 jours que je suis au lit. Au début, je dormais pendant la journée, pendant la nuit. C'est difficile de me concentrer. Donc ça a vraiment commencé avec ça. Et comme j'étais au courant des nouvelles et la situation autour de moi, je m'étais tout de suite dit, oh là, c'est pas bon, il faut vraiment que je fasse gaffe, peu importe ce que j'ai. Donc j'avoue que j'ai pris beaucoup plus au sérieux que je l'aurais fait au temps normal. Au temps normal, je m'aurais dit, bon, il y a quelque chose que commence, mon système immunitaire va s'en débarrasser et j'aurais continué à travailler et à vivre ma vie pareil. Mais comme je savais qu'il y avait quelque chose de potentiel, je me suis tout de suite isolée dès ce jour dans ma chambre. Et je me sentais très fière de moi-même parce que normalement, je ne prends pas vraiment aussi bien soin de moi. Je me suis dit, bah, tu fais tout ce qu'il faut que tu fasses. Tu es responsable, tu es isolé, tu dors, tu travailles moins, tu hydrates, ça va passer. Mais c'est pas passé. Ça s'est empiré en fait. Après quelques jours, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des poumons. Au début, sur le dos, en haut et en bas. Et une semaine après, au niveau de la poitrine. Donc, malgré le fait que j'avais consulté, on peut en parler après, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ça allait pas nécessairement drastiquement pire, mais ça s'empirait pareil. Jusqu'à ce que hier, j'ai commencé à avoir des étourdissements. Je suis allée à la clinique pour essayer de me dépister, d'avoir un dépistage. Mais j'ai jamais eu la fièvre. Et j'ai juste une légère toux. Donc, Peux-tu nous dire ça a les été... symptômes étaient anormaux. Ouais. Peux-tu nous dire ça a été quoi tes premières démarches quand as commencé à t'inquiéter, à te demander est-ce que j'ai le COVID, puis tout ça? Qu'est-ce que tu as fait comme démarche pour essayer de savoir si c'était le cas ou pas? Ben, la première semaine, j'ai rien fait à part les choses
qui était conseillé généralement. Mhm. Je me Mhm. suis isolée moi-même, donc le self-isolation. J'ai pris beaucoup de repos et beaucoup d'hydratation et c'est tout ce que j'ai fait pendant une semaine. Parce que je savais que c'est pas juste moi là et je vais pas tellement, en comparaison aux autres, ça allait, mes symptômes allaient. Donc je voulais pas euh, appeler quelqu'un ou je voulais pas être une charge sur mon médecin, sur le système. Donc j'ai attendu une semaine. Et quand les douleurs au niveau du poumon ont commencé, là j'ai appelé mon médecin famille par téléphone parce que j'étais déjà au courant en général qu'il fallait pas juste se pointer, il fallait pas juste venir, il fallait faire un appel. Et donc j'ai parlé à mon médecin de famille, mon médecin généraliste 2 fois dans la deuxième semaine. Et, euh, et là j'ai rappelé cette semaine euh, jusqu'à ce que je suis allée à la clinique hier parce que je me sentais en manque d'air et je me sentais étourdie. Et je me suis dit, il faudrait quand même avoir une idée maintenant parce que je voulais pas devenir une charge pour ma famille. De l'autre côté, je voulais pas m'épanouir, je voulais pas que mes enfants me voient comme ça. Donc, j'étais arrivée à un stade où j'étais plus à l'aise sans savoir mon niveau d'oxygène dans mon corps et de savoir au moins d'avoir été vue, d'avoir eu quelqu'un qui a écouté mes poumons, pas juste moi avec ma description par téléphone. Hmm. Est-ce que je me trompe ou beaucoup de tes réactions ont été pour protéger les autres? Dès que tu as commencé à avoir des symptômes, tu t'es isolé pour ne pas contaminer d'autres personnes. Après ça, tu as consulté par téléphone, tu ne voulais pas surcharger le système. Puis finalement, quand tu es allé consulter, c'était au point où tu t'es dit, OK, si je ne vais pas consulter, je vais peut-être m'évanouir, puis là, je vais devenir une charge pour mes proches, puis tout ça. Donc, je suis aussi bien d'aller consulter. Est-ce que je me trompe ou il y a beaucoup de soucis-là qui étaient récurrents? Oui, oui, ben on sent en général en Europe maintenant, moi, mes proches, les gens que je connais, on sent une responsabilité sociale. On Hmm. est la Belgique de toute façon est un pays assez solidaire. Euh, le monde francophone français aussi. Mhm. Donc oui, voilà. Et j'ai une amie qui est médecin en Italie. Je sais la charge qu'elle a et je sais qu'il y a des gens qui sont en train de vraiment mourir et avoir beaucoup de douleur. C'est pas mon cas. Je voulais pas prendre le temps de quelqu'un pour mes symptômes qui sont modérés en Mhm. comparaison. Je ne suis pas en train de mourir. Mhm. Donc moi, ça me semblait tout à fait faisable Mhm. que je prenne ma santé en main et que je fasse ce que j'ai à faire jusqu'au stade où j'avais besoin d'un d'un truc factuel externe de moi pour me guider un peu dans ma prise de décision. Ouais. C'est intéressant parce que tu avais mentionné au départ que tu n'étais pas le genre de personne à prendre soin de toi autant. Ce que je trouve intéressant Je pense, oui, dans toute cette conversation en fait sociale qu'on a, c'est que prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Prendre soin des oui, autres est intimement lié avec prendre soin de soi. Donc, Mhm. pour dans ce l'engagement circonstance, patient, oui, partenariat avec la population, c'est super intéressant parce qu'on n'a comme pas le choix. Les professionnels de la oui, santé, le système de la santé n'a pas vraiment le choix parce que sans la collaboration de la population et surtout des gens, des patients, et la prise en charge de leurs propres soins par eux-mêmes, oui, on ne va jamais y arriver. oui. Mais je pense que c'est le cas pour la plupart des gens en général. Je pense on est bon en prenant soin des autres, mais pas de nous-mêmes. Mhm. C'est surtout le cas des mères aussi. Et vraiment, si on avait été l'année dernière, j'aurais juste continué à vivre ma vie et voir comment mon corps s'en sort.
Et là, j'ai encore beaucoup de sentiments de culpabilité de la maison aussi, parce que là, mon mari se retrouve avec tout. Mais vraiment tout, c'est même pas juste le domicile, c'est le domicile plus son travail charge plein, plus l'éducation de 2 enfants avec 2 différentes écoles qui placent énormément de pression sur les parents aussi de devenir prof à la maison sur chaque sujet, pendant qu'on travaille aussi pour avoir un revenu pour payer, pour aller magasiner, pour cuisiner. Et maintenant, je veux aller mieux pour pouvoir l'aider parce que, mais je me suis dit, ok, mais si je sors pour aider, si je prépare des choses à manger, je peux empirer la situation. Lui, il peut tomber malade. Après, on a 2 parents qui sont malades. Donc, je me suis dit, c'est mieux que je reste dans ma chambre. Même si je peux plus voir mes 4 murs. Quand on parlait un petit peu plus tôt, tu me disais aussi comment le fait, à un moment donné, qu'on te dise OK, tes symptômes sont compatibles avec le COVID, comme si ça t'avait donné l'autorisation d'être malade. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, oui, c'est. Oui, je pense que chaque personne on a juste besoin de savoir ce qu'on a. Dès qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a, on se sent un peu dans l'incertitude qui n'est pas très agréable et surtout dans cette situation d'urgence globale, on ne sait pas comment, ça informe mes décisions et ça informe comment je vais gérer ma santé, comment je vais gérer la famille, les amis, l'environnement, les enfants. Et au début, j'étais pas sûre parce que je trouvais pas l'écho des symptômes dans mon environnement. Je donne un exemple. Il y avait le système de santé partout dans le monde est confronté avec quelque chose de massif et de nouveau. Il ne sait pas comment gérer, donc chaque système est en train d'apprendre. Il y a une université ici qui a publié un questionnaire justement pour aider les gens à trouver un autodiagnose, si tu veux. Mais le questionnaire, donc j'étais contente de le recevoir, avait 2 questions. Dans la question, est-ce que vous avez une fièvre et une toux? Ma réponse, c'est non. Tout de suite, c'est tout. Il n'y avait pas d'autres questions. Je ne retrouvais pas mes autres symptômes. Et j'ai tout de suite eu une réponse directe dans mon email qui me disait, vous n'avez pas de Covid. Donc, voilà, c'est bon, ne vous inquiétez pas, vous ne l'avez pas. Par contre, j'ai appelé mon médecin. Elle m'a dit, c'est possible que vous ayez le Covid. Et c'est juste quand toi, tu m'as appelé, Antoine, il y a une semaine, un peu moins d'une 3, semaine, 4 jours, oui. que j'ai vu mes symptômes reflétés dans un de tes slides et que j'ai réalisé c'est effectivement possible. Finalement, je suis allée à la clinique hier, comme j'ai déjà expliqué. Ils m'ont confirmé que mes symptômes sont tout à fait possibles de Covid mineur, mais c'est difficile quand on ne sait pas ce qu'on a. Et bon, ça confirmait ma gestion de ma santé, mais ils ne m'ont pas testé parce qu'il n'y a pas suffisamment de tests. Et je comprends que dans cette situation, on garde les tests pour les cas sévères et dans la gestion, dans une urgence, ça fait du sens, ça va. Mais à un moment donné, je vais vouloir savoir, mes amis malades vont vouloir savoir si on l'a eu ou pas. Parce que si je l'ai eu, par la suite, je peux prendre des décisions en sachant que moi, j'ai probablement un certain niveau d'immunité que mon mari ne va pas avoir, par exemple. Donc, si ça revient, oui, s'il faut faire des choix, je vais me mettre en avant que lui, par exemple. Ou si je vais savoir que je ne l'ai pas eu, que c'est juste une grippe ou si c'est juste un flou, Une grippe. une grippe, voilà. En fait, je vais me retrouver plus vulnérable pour atteindre Covid et pas moins vulnérable. Donc, je trouve que pour moi, pour la gestion
la population, la société en général. Donc pour ça que pour les statistiques et pour les informations scientifiques, il va falloir à un moment donné savoir tous les cas, pas juste les cas sévères, pas juste les morts, mais tous les cas de COVID. Mhm. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Puis je pense que c'est des questions aussi que beaucoup de gens se posent. Surtout l'idée justement de ben, est-ce que je l'ai ou pas? Et ensuite, comment gérer cette incertitude? C'est une incertitude dans laquelle on vit tous. Même moi, j'ai eu une petite toux anodine l'autre jour, puis je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que je tousse de me dire ah, peut-être que c'est le COVID-19. Ouais. Mais avant qu'on plonge là-dedans, peut-être, j'aimerais quand même que Antoine se présente. Oui. Euh, et je pense que tu as quelques diapositives aussi pour nous Oui. à présenter. Ben, peut-être la première chose à dire, c'est que je ne suis pas un expert sur le COVID. Je suis un professionnel de la santé qui apprend le plus rapidement possible à propos du COVID pour essayer de faire mon travail de façon la plus sécuritaire possible. C'est une situation qui est complètement insolite dans le sens où on n'a jamais fait face à quelque chose comme ça comme professionnel. Donc, on est à quelquefois aussi dans l'incertitude en fait que bien les gens dans la population. Moi, je suis médecin de famille à Montréal, donc je vois des patients dans la communauté. Je suis aussi chercheur, donc c'est sûr que moi, face à une situation comme ça, j'ai été beaucoup. Mon rôle, ça a été beaucoup d'essayer de comprendre qu'est-ce que la littérature scientifique nous apprend, particulièrement qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience de ce qui s'est vécu en Chine depuis la fin décembre, début janvier, ensuite en Europe depuis le mois de février, maintenant aux États-Unis puis au Canada. Puis le privilège qu'on a eu au Canada, c'est d'avoir le temps de se préparer. Ce qui n'a pas été le cas en Italie, en Espagne, puis même en France, puis en Belgique, où là, la vague d'épidémie les a frappés alors que les systèmes de santé n'avaient pas vraiment eu le temps de se préparer. Nous, depuis 2 semaines environ au Québec, on est le 26 mars aujourd'hui. Depuis le 12 mars environ, il y a eu des mesures très importantes qui ont été mises en place au niveau de l'ensemble de la société, les fermetures d'écoles, télétravail, etc. Puis, je dirais, le système de santé québécois est entré en mode révolution rapide. Comment est-ce qu'on peut transformer les services pour faire face à la pandémie du COVID? Donc, ça a été beaucoup ce qui m'a occupé. Moi, je suis un ami d'Amanda depuis une vingtaine d'années, puis au début de la semaine, il y a quelques jours, Fred m'écrivait en me disant ah, ça va bien, c'est juste Amanda est malade depuis quelques temps, puis elle a de la douleur quand elle respire, puis sachant qu'elle voyage beaucoup pour son travail, moi, je me suis mis vraiment, j'étais inquiet, j'avais lu le courrier à 9 h le soir, j'ai demandé à Fred, on peut-tu se parler le lendemain à 7 h? Puis, ben, c'est ça. Moi, ce qui m'a frappé en écoutant le récit d'Amanda à ce moment-là, puis aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui illustrent, en fait, beaucoup des défis auxquels on fait face. Donc, d'abord, les symptômes que tu présentes, Amanda, ça ressemble vraiment aux symptômes qui sont typiques du COVID. C'est les premiers indices, les premiers outils qu'on a pour essayer de savoir est-ce que c'est le COVID ou pas, c'est les symptômes. Donc, c'est ce dont fait l'expérience la personne elle-même. Évidemment, on a parlé beaucoup de la fièvre, qui est le symptôme le plus fréquent dans à peu près presque 90% des cas. Ensuite, la toux, surtout une toux sèche, un peu comme tu présentes depuis quelques jours. Mais aussi la fatigue, qui est un peu moins fréquente dans 30%, il y a un peu plus que 30% des cas. Puis ça, ce que j'entends, c'est que ça a été vraiment le symptôme le plus important pour toi au début de la maladie. Puis aussi les frissons, qui sont un petit peu plus rares, mais qui étaient le cas pour toi. Puis dernièrement, la question des essoufflements dans les derniers jours. Euh, le défi au plan diagnostic pour le COVID, il est double. Pour les cliniciens, mais aussi pour les patients, les citoyens, c'est que le diagnostic, ça repose sur deux choses. En fait, trois choses, mais disons deux principales. La première, c'est la présence de symptômes qui sont typiques. Donc, au Québec, actuellement, les trois symptômes qu'on regarde en particulier, c'est les symptômes les plus fréquents là, de fièvre ou de toux
ou d'essoufflement, un ou l'autre, contrairement au questionnaire que tu avais eu à l'université où on disait ça prend les deux en même temps. Actuellement, au Québec, c'est on cherche un ou l'autre. Et des risques d'exposition. Puis c'est là que c'est un peu compliqué à suivre parce que les risques d'exposition, ils changent à chaque jour. À mesure que l'épidémie progresse, puis elle progresse très rapidement, ce qui était des critères d'exposition la semaine dernière, par exemple au Québec, la semaine dernière, les risques d'exposition étaient essentiellement chez des personnes qui revenaient de voyage dans des pays qui étaient touchés. Alors qu'aujourd'hui, au Québec, il y a de la contamination qui se fait à l'intérieur de la communauté. Donc, les risques d'exposition ça devient plus, c'est quelque chose qui change tout le temps. Puis troisièmement, ben, on peut confirmer avec un test, mais les tests, le défi qu'on a, c'est qu'on n'en a pas suffisamment pour tester tout le monde qui a des symptômes. Puis les priorités de la santé publique chez nous, puis je pense que c'est le cas dans plusieurs pays, c'est de tester les personnes qui sont le plus à risque de complications, donc surtout les aînés et les personnes avec des maladies chroniques, pour suivre plus étroitement l'évolution de leurs symptômes au cas où ils présentent des complications, mais aussi dépister des personnes en priorité qui sont à risque de le transmettre à des personnes vulnérables. Par exemple, des professionnels de la santé, on veut les dépister parce qu'ils sont en contact avec plein de patients, puis si eux se mettent à le transmettre, bien là, ça va devenir catastrophique. Même chose pour des personnes ou des résidents dans des résidences pour personnes âgées. On veut être assez proactif dans le dépistage parce que si ça commence à se répandre dans une résidence pour personnes âgées, les conséquences peuvent être très graves. Puis d'ailleurs, au Québec, les 4 premiers, on a eu 4 décès dans une même résidence pour aînés. Donc, c'est pour ça qu'on veut être dans ces cas-là, dépister pour isoler chacun des résidents puis implanter des mesures de prévention qui sont beaucoup plus sévères. Mais c'est évident que plus les cas évoluent, à un moment donné, on n'a pas la capacité de tester l'ensemble de la population. Et donc, il faut se baser sur la clinique, qui est les symptômes, plus les risques d'exposition, comme ça a été le cas, dans le fond, pour toi quand tu es allé consulter à la clinique COVID où tu t'es présenté récemment. L'autre chose qui m'a frappé à t'écouter, c'est l'évolution des différents stades de la maladie. Et en ce sens-là, le tableau que tu présentes est vraiment typique. Donc, il y a une première phase dans la maladie où il n'y a aucun symptôme qui dure entre 2 et 14 jours. Ce que j'entendais de ton histoire, c'est que le plus haut risque d'exposition que tu as eu était environ 7 jours avant que tu commences à présenter le début de tes symptômes. Donc, ça, c'est important à reconnaître cette phase-là parce que c'est une phase où on n'a pas l'impression d'être malade, mais où on peut contaminer les gens autour de nous. C'est la raison pour laquelle on demande, par exemple, aux gens qui reviennent de voyage ou les gens qui sont en contact avec des personnes qui sont des cas confirmés de COVID, de s'isoler à la maison de façon stricte parce que même s'ils n'ont pas de symptômes, ils peuvent le transmettre à d'autres. Donc, c'est une phase qui est importante à reconnaître. Ensuite, il y a la période où la maladie commence à être plus symptomatique, où là se présentent les symptômes de fièvre, de toux, de fatigue. Puis ça, c'est une phase qui dure environ 2 à 7 jours, puis c'est à peu près ce que tu as vécu, surtout la fatigue, les frissons, etc. Puis ensuite, ben là, ça dépend comment ça tourne. Dans la grande majorité des cas, 80%, les symptômes vont commencer à se réduire, puis les gens vont rentrer dans une phase de rétablissement. Les symptômes vont aller de mieux en mieux, puis en dedans de 2 à 6 semaines, ils vont être complètement guéris. Dans ton cas, je soupçonne que tu as probablement développé un début d'une complication respiratoire qui, pour toi, a été relativement mineure, mais quand tu as commencé à avoir des douleurs à la respiration, c'est probablement qu'il s'est développé une inflammation dans tes poumons à cause du virus. Et à ce moment-là, tu as eu pleinement raison. C'est vraiment la bonne chose à faire de rappeler puis d'aller consulter pour au minimum qu'on vérifie ton taux d'oxygène puis s'assurer que c'était encore sécuritaire de te soigner à la maison. Parce que, évidemment, la majorité des cas peuvent être soignés à la maison. C'est sécuritaire, c'est ce qu'il faut faire, effectivement, pour ne pas engorger l'hôpital puis les urgences. Mais les personnes qui développent des complications respiratoires, dont le taux d'oxygène baisse, c'est vraiment important qu'ils soient soignés à l'hôpital, eux, parce que ça peut se compliquer puis ça peut mener au décès. Donc, le point de jonction, la reconnaissance des signes quand ça se détériore, c'est vraiment important.
particulièrement pour des gens qui sont plus à risque de complications, des aînés, mais aussi des personnes qui seraient seules, puis qui n'ont pas de personnes autour d'eux pour dire, OK, non, ça commence à aller moins bien, on fait quelque chose, on rappelle pour aller consulter. Tu sais, tu me disais, moi, je me suis senti un peu moins bien, j'ai demandé à mon conjoint de m'accompagner, etc. Pas tout le monde a cette capacité-là. Donc, nous, comme équipe, puis aussi comme voisins, puis tout ça, c'est important quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est malade, mais qui est en isolement à la maison, de prendre des nouvelles fréquemment pour s'assurer que la situation est stable puis qu'elle ne se détériore pas. Puis, ben, même avec des complications respiratoires, ben, dans la vaste majorité des cas, ça va aller mieux. Puis, on entre dans une période de rétablissement. J'ai l'impression que c'est ce qui commence pour toi. Les symptômes se sont stabilisés, puis même ont l'air de tranquillement commencer à s'améliorer. Puis là, ben, ça peut prendre... faut prendre son mal en patience. Là. Probablement que tu ne seras pas capable de gérer tes 250 courriels par jour avant encore quelques semaines. Là. Wow. Ça dépend. Plus la maladie est bénigne, plus ça revient rapidement. Puis plus c'est sévère, plus ça prend du temps avant de s'en remettre complètement. Fait que voilà. Moi, en fait, c'est ce que j'entendais dans ton récit comme médecin, puis qui me semble vraiment important parce qu'il y a beaucoup de messages importants à retenir de cette expérience-là. Mhm. Et puis, c'est aussi ce qui est intéressant, Antoine, c'était quand en fait, tu parles de ce point de jonction Ouais. entre rester à la maison. En fait, il faut savoir quand rester à la maison, puis savoir quand aller à l'hôpital, quand utiliser le système de la santé, quand appeler, quand stresser. Amanda aussi, tu mentionnais un peu cette prise de responsabilité sociale. Il y a beaucoup de, il y a vraiment beaucoup de zones grises dans tout ça, à savoir pour le patient comment agir pour le patient, pour le citoyen. Il faut être très alerte, mais il ne faut pas Oui, paniquer non plus. exactement. Ouais. Exactement. Puis pour moi, c'est probablement dans l'évolution de la maladie, c'est le point de jonction qui est le plus complexe à gérer. Euh, Parce que d'une part, on envoie des messages à la population qui sont tout à fait justes que la première chose à faire si vous avez de la toux et de la fièvre, c'est de rester à la maison et d'appeler quelqu'un pour dire, écoutez, j'ai des symptômes, est-ce que ça pourrait être le COVID? Qu'est-ce que je devrais faire? Donc, oui, rester à la maison, mais appeler. Euh, Puis l'autre chose qui est particulier, c'est que depuis, en tout cas certainement au Québec, on a énormément sensibilisé la population à dire un des dangers, c'est que la capacité du système de santé soit dépassée. Les hôpitaux seront pleins, les urgences débordées, les soins intensifs, va manquer de respirateurs, etc. Donc, ça crée un réflexe chez beaucoup de patients de dire, ben là, la dernière chose que je devrais faire, c'est d'aller à l'hôpital. Ou un, parce que je ne veux pas déborder le système de santé, mais deux, parce que je ne veux pas être malade. Mais Mhm. la réalité, c'est que si vous êtes atteint du COVID, puis que vous êtes en train de vous compliquer, un, vous n'allez pas réattraper le COVID à l'hôpital. Mhm. Oui. Puis deux, c'est pour vous qu'on a fait de la place dans le système de santé. C'est votre responsabilité de venir consulter. On veut que vous veniez consulter plus tôt que tard parce qu'on veut prendre soin de vous. Tu sais, au Québec, là, tu as donné un écho. Encore là, les choses changent d'heure en heure, mais euh, nous, on est en mode préparation à un grand Mhm. besoin de consultation et d'hospitalisation. Puis ce qu'on annonçait il y a quelques jours de la ministre de la Santé, c'est qu'on a rendu disponible à l'échelle du Québec autour de 2300 lits d'hôpitaux qui sont disponibles pour recevoir des patients. Nous, notre clinique, on a fait de la place pour être capable d'offrir de la consultation téléphonique. On a remis de côté tout ce qui n'est pas urgent. Puis le fait qu'on a, en fait, on est passé d'un mode de consultation en face à face à un mode de consultation par téléphone. On a beaucoup plus de disponibilité, en fait, pour conseiller les gens par téléphone qu'avant. Donc, on est là pour prendre soin des gens. Tu sais, le système de santé s'est préparé pour soigner les personnes les plus malades.
y compris pour les rassurer et les conseiller par téléphone quand ils sont à la maison. Tu sais, l'idée, c'est oui, la maison, c'est le lieu de soins, mais ce n'est pas un lieu pour prendre soin de soi tout seul. Il faut prendre soin de soi avec quelqu'un d'autre. Au minimum, un proche, ou un voisin ou quelqu'un qui prend des nouvelles par téléphone, mais aussi qui est en lien avec un professionnel de la santé pour que si ça va moins bien, bien, quelqu'un peut vous conseiller et dire non, là, il faut aller consulter, puis voilà où, parce qu'encore le où, ça change tous les jours. Là, il y a toutes sortes de services qui sont en train de se mettre en place. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Antoine. D'ailleurs, j'ai trouvé, je pense que ça fait 4 appels que j'ai fait à mon médecin général et dans 2 semaines. Et j'ai trouvé que, en sachant qu'elle peut pas voir de patients et que tout est fermé et qu'en fait elle ne fait que faire des appels, je sentais un peu de moins de pression. Mhm. Normalement, je sens la pression à me dépêcher. Et Mhm. souvent, même si je suis représentante de patients, mais quand je me retrouve dans une situation d'être une patiente moi-même, je sens cette pression de ne pas devenir une charge. Que quand je suis allée au centre de dépistage COVID, j'ai même oublié un des symptômes principaux que j'avais parce que j'étais tellement stressée avec le fait qu'il faut que je sorte parce qu'elle a besoin de voir d'autres patients. Tandis qu'au téléphone, je ne sentais pas cette pression. J'ai senti que je peux avoir une conversation avec mon médecin généraliste et euh, je peux juste faire un petit brainstorming au niveau des choix, quels sont les risques et les Ouais. opportunités pour m'informer, pour retrouver le bon choix pour ce jour-là ou ce moment-là. Et de dire, bon, probablement j'ai une pneumonie, mais probablement elle n'est pas bactérielle parce que j'ai pas de fièvre, donc on ne va pas faire des antibiotiques. Je pourrais avoir des antibiotiques si je voulais, mais probablement je risquerais d'avoir une résistance future Mhm. pour Mhm. rien, parce que je ne vais pas si mauvais que ça. Si j'ai fait une pneumonie virale, de toute façon, il n'y a pas de médicaments. Donc, on se laissait le temps d'explorer mes choix Ouais. ensemble. Ouais. Et comme c'était moi en charge et qu'elle ne me voyait pas, j'osais demander, est-ce que ce serait mieux que vous me donniez une prescription au cas où ou pas? Normalement, je serais allée dans des circonstances normales, je serais allée, elle m'aurait vu, elle m'aurait dit quoi faire. Mais dans cette situation-là, c'était plus un dialogue. Ouais. Et, et moi, j'étais à l'aise avec ça, mais j'étais plus à l'aise avec ça par téléphone ou Ouais. avec toi par Skype, parce que tu m'as donné des informations scientifiques sur l'écran que je pouvais voir, on avait un dialogue, et face à face, parce que face à face, on sent la pression de Ouais. Ouais. être efficace. Absolument. Moi, mon expérience comme soignant des derniers 2 semaines, c'est que c'est un peu comme si on était passé d'un mode où toute la responsabilité des soins est où on perçoit que, que toute la responsabilité des soins est sur les épaules des professionnels, à un mode où collectivement, on a une responsabilité à prendre soin les uns des autres, y compris prendre soin des professionnels. Puis, Mhm. il y a des changements assez importants. Donc, d'une part, le sentiment que les soignants réalisent on est, on est, on va être incapable de prendre soin de l'ensemble de la population sans mobiliser la population comme des alliés, puis des soignants, puis Mhm. des partenaires. Exemple, quand on est par téléphone, on a une maman qui nous a consulté par téléphone pour sa fille. Ben, c'est évident que la meilleure chose à faire, c'est qu'on ne pouvait pas la voir à la clinique. Donc, la mère devenait nos yeux, nos oreilles et nos mains. Donc, elle était replacée dans le rôle de la soignante, la première soignante, et nous, on était des conseillers pour l'habiliter à développer puis valider ses compétences, dans le fond, de soins. La même chose aussi il y a une énorme vague de besoins psychosociaux, de détresse, d'anxiété, d'isolement social, etc. Moi, c'est évident que je ne peux pas faire
des appels à tous les jours pour les personnes âgées qui sont mes patients, puis qui vivent une détresse tout à fait légitime, des préoccupations à savoir qui va faire leur épicerie, etc. Puis là, soudainement, comme professionnel, on est forcé à tendre la main, dans le fond, au réseau d'entraide naturelle, au réseau communautaire, à dire, bien, qui autour de vous, dans votre famille, est-ce qu'il y a un voisin, est-ce qu'il y a un organisme bénévole, etc. Donc, à quelque part, les citoyens, les proches aidants sont des alliés nécessaires, dans le fond, pour faire face à une crise qui nous touche tous. Puis l'autre chose qui est assez évident, qui ressort, puis qui n'est pas évidente dont on ne parle souvent pas assez entre nous, c'est la fragilité des professionnels eux-mêmes, qui là devient vraiment évidente. La fragilité à contracter la maladie, puis en mourir pour certains, parce qu'on a certains de nos professionnels de la santé qui ont des maladies chroniques, qui sont plus âgés, qui sont plus à risque, en fait, que leurs propres patients de mourir du COVID, mais aussi les dangers d'épuisement, l'anxiété que ça génère. On a j'ai dû donner un atelier mardi aux résidents dans notre clinique, puis ils se sentent un peu comme des jeunes soldats qu'on vient de conscrire, puis qui vont aller sur la première ligne, puis ils ont peur. Parce que c'est dans une situation d'incertitude, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de se contaminer ou de contaminer leurs proches, etc. Peur de manquer d'équipement de protection, etc. Puis les risques d'épuisement professionnel. Je veux dire, nous, la vague n'est même pas rentrée, qu'on commence déjà à sentir que c'est difficile de décrocher le soir quand on arrive le soir parce qu'on est là-dedans toute la journée au travail, puis on rentre le soir, puis il faut vivre avec les conséquences de la pandémie dans notre vie personnelle. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Ils vont se faire garder où? Comment on s'organise pour le souper, etc. Puis là, soudainement, des gestes d'entraide. Je veux dire, on a, comme mon voisin, il y a 2 jours, je suis rentré à la maison avec ma conjointe. On revenait d'une journée de travail complètement épuisante. Les deux, on est dans le domaine de la santé. Nos 2 voisins sont débarqués avec 2 lasagnes. On avait les larmes aux yeux. Là. Tu sais, c'est un geste qui est tellement... c'est une aide qui est tellement concrète et qui est tellement importante à ce moment-là que l'idée de prendre soin les uns des autres là, devient, c'est plus un slogan, là, c'est quelque chose de vital là, dans la situation dans laquelle on est. Je pense que tu as tout à fait raison, mais il y a des manières et des manières à réussir à faire ça. Et différentes cultures se prêtent plus que d'autres à faire d'un patient un allié, comme tu dis. Pour être un bon allié, je pense que chaque patient ou chaque personne, chaque citoyen veut protéger son système de santé et ses médecins. Mais il y a des approches comme, par exemple, qui marchent très bien au Québec, Info Santé, qui a toujours existé, qui marche très, très, très bien, ou le guide que tu as partagé avec moi sur le soin de soi-même avec le COVID, le guide du gouvernement L'autogestion des québécois. soins du gouvernement québécois. C'est ça. Qui a au moins un arbre décisionnel Oui. que les patients peuvent utiliser. Des choses comme ça aide. Le fait que moi, j'ai un médecin généraliste que j'ose appeler et qui va prendre le temps de me parler, ça aide. Mais ce qui n'aide pas, c'est de remplir ce questionnaire d'une université, un hôpital universitaire qui me dit, parce que j'ai pas de tout et j'ai pas de fièvre, j'ai pas le Covid. Point basta. Ça m'aide pas ça me donne aucun moyen de apprendre à être l'allié dont tu parles. Je comprends. Il y a des façons et des façons à réussir à faire ça. Oui. Oui. En fait, moi, ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est la différence entre dire aux gens quoi faire puis leur apprendre à apprendre. Comme entrer dans une relation où on apprend à apprendre ensemble. Donc, c'est pas la même chose de dire
Ben, je vais faire un pas de côté. Un de nos collègues, Vincent, qui est un patient dans notre équipe, qui est co-directeur du centre avec nous, nous reflétait récemment. Il dit, face à la crise du COVID, on voit émerger beaucoup le langage militaire. Nous sommes dans une guerre contre le virus. Puis, Mhm. il dit, attention, il y a des risques à l'adoption d'un langage militaire parce que qui dit langage militaire dit le général décide et tous les gens en bas L'hierarchie. appliquent les décisions, les recommandations et obéissent. C'est pas une logique où euh, les gens en haut habilitent les gens en bas, aident, soutiennent, en fait, il y a pas en haut ou en bas, là, on peut dire, on, des gens en position de pouvoir habilitent d'autres personnes à réfléchir et à prendre des décisions à leur échelle. Que ce soit, exemple, je suis responsable d'un organisme communautaire, je me pose la question sur comment protéger mes bénévoles, etc. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. J'ai besoin qu'on m'aide à réfléchir d'une façon intelligente puis adaptée au contexte. La même chose pour toi. Tu sais, es une mère de famille, c'est toi qui connais le mieux la situation de ta famille, de ton emploi, de ton voisinage, leurs réactions, etc., etc. Pas besoin de dire tu as le COVID ou pas, mais dire OK, comment tu peux, qu'est-ce que tu peux faire ou c'est quoi les informations fiables pour t'aider à prendre tes décisions? C'est sûr qu'il y a certaines situations où on est dans l'urgence, dans une situation comme ça. Exemple, je veux dire, moi, je serais un médecin aux soins intensifs actuellement, puis on m'envoie un patient avec, qui est en insuffisance respiratoire. Je ne veux pas qu'on s'en aille à. Je vais vouloir dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis il va falloir que ça aille vite. Il y a une partie d'entre nous dans la société qui doit opérer en mode urgence, en mode les arcs de décision sont clairs, mais à travers tout ça, il faut apprendre à apprendre. C'est ça. Il y a une différence entre la gestion de la société. Je me sentais un peu gérée, je me sentais un peu, tu l'as pas, on te met à côté, et voilà, sans rien d'autre. Ou la capacitation, comme tu dis, j'aime bien le mot et le concept allié, mais je vois des différences euh, dans les pays, dans différentes cultures locales, disons d'un hôpital à l'autre. Mais aussi, j'ai lu ou j'ai plutôt entendu Ian Bremmer, je ne sais pas si vous le connaissez, il travaille pour G0, c'est un institut américain, qui comparait les réponses au niveau société entre la Chine, la Corée du Sud, l'Europe, l'Italie notamment, qui décrivait en fait la relation psychologique d'un citoyen auprès de leur gouvernement, pas nécessairement la partie politique, mais la notion d'une autorité. Et que justement la gestion s'est très bien fait en Chine parce que les citoyens ont beaucoup de respect pour leur autorité et que si le gouvernement va dire tout le monde met des masques, tout le monde va mettre des masques. Tandis qu'en Italie, avec leur histoire et leur culture spécifique, ça se passe pas comme ça parce qu'il y a une, je dirais pas une antipathie, mais il y a une résistance que d'ailleurs, ironiquement, eux, ils considèrent saine, une résistance à l'autorité Je à comprends. cause de l'histoire européenne et notre démarche avec certains gouvernements dans l'histoire. Donc, il faut que nos gouvernements globaux réfléchissent à d'autres stratégies pour atteindre, euh, pour atteindre nos objectifs. Et dans des cultures de l'Ouest, cette idée et la notion d'avoir le patient comme allié peut aider la gestion, doivent être établies pour aider la gestion de cette pandémie dans le pays, parce que nos démocraties et nos pays avec cette, je dirais, pas tout à fait méfiance parfois, ont besoin d'un code décisionnel pour Mhm, vraiment être à l'auteur de gérer cette pandémie. J'étais partie mhm. sur cette idée-là. Ouais. Moi, je vais t'avouer que j'ai été très impressionné de la dynamique de, j'oserais l'appeler une dynamique de dialogue jusqu'à maintenant
entre la population, le gouvernement, avec les médias, en fait, largement comme intermédiaires entre les deux. Puis, il y a beaucoup de critiques contre les médias, etc. Mais là, c'est un jugement assez personnel, mais d'un médecin qui observe un peu la dynamique. Mais je vois que les médias, ont relayé. Bon, puis là, moi, je me nourris surtout des médias publics, donc Radio-Canada et autres, ont relayé une information factuelle très juste, mais aussi très habilitante, dans le sens où on aidé la population à comprendre. Pas juste relayer quoi faire, mais aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait telle recommandation, quelle est l'évolution de la pandémie, etc. Je vois aussi l'agence Science Presse qu'on a au Québec, qui est un bijou qui n'est pas très bien connu, mais qui, depuis plusieurs décennies, fait énormément de vulgarisation scientifique. Puis, on relayé, par exemple, tout le travail des journalistes qui font du décryptage de fausses rumeurs, parce que par rapport à l'information, on fait face, en fait, à mon avis, à deux grands défis dans la pandémie. C'est pas tant un défi de quantité d'informations que d'accès à une information de qualité, donc contrer la désinformation, puis dans certains cas, un défi de surcharge d'informations. Donc, trop d'informations crée de l'anxiété, un sentiment de paralysie, la confusion, etc., etc. Donc, il y a un besoin de sources de confiance, en fait, qui sont des relais d'information à la bonne dose, puis qui est approprié aux décisions qui se posent maintenant. C'est-à-dire, à ce point-ci, dans l'évolution de la pandémie au Québec ou à Montréal ou dans notre clinique, ou etc., quelles sont les informations factuelles sur lesquelles on devrait se baser pour prendre des décisions, sachant que la science ne nous donne pas de réponse, mais c'est une base de discussion. Puis en ce sens-là, j'ai été pas mal impressionné du dialogue. Puis beaucoup de gratitude, en fait, de vivre dans une société où on a des médiateurs, en fait, entre la science, entre la population, les citoyens, mais aussi avec les gouvernements qui, dans certains cas, je vois les mesures qui sont mises en place, des mesures qui sont largement alignées avec ce qu'on sait être des mesures efficaces de prévention, la distanciation physique, les mesures de lavage de mains, etc. Donc, les interventions de base les plus efficaces. Puis en ce sens-là, je veux dire, j'écrivais à des collègues chercheurs de différents pays hier, puis pour moi, je n'ai jamais été aussi conscient de l'importance d'avoir accès à une information de qualité pour littéralement sauver des vies. Puis de rendre cette information-là disponible d'une façon qui habilite les gens à prendre des décisions à tous les niveaux. Je vais vous donner un exemple là, super terre à terre. Là. Hier, j'ai eu une longue discussion avec la dame qui nous aide à faire le ménage dans la maison. Elle travaille chez plusieurs professionnels de la santé. Elle était super inquiète pour elle, pour ses proches, pour nous. Elle ne voulait pas nous contaminer. Bon, ben, c'est super. On a passé une demi-heure, 45 minutes pour l'habiliter à dire, OK, bon, quel produit, puis dire, ah oui, finalement, le savon et l'eau, c'est encore la méthode la plus efficace. Les produits nettoyants de base, ça marche. Puis pour les produits électroniques, c'est un tampon d'alcool, 70%, puis voilà. Mais ultimement, Teta qui vient chez nous, elle est aussi une agente de santé publique dans ma communauté. Elle a besoin de comprendre ce qui se passe pour relayer l'information, puis pour éclairer ses propres gestes qui, ultimement, ont un grand impact. Puis nous, on a dû réfléchir à dire, est-ce qu'elle est à risque
de développer des complications si elle vient chez nous, sachant que nous, on est des professionnels de la santé pour être contaminés, ou se dire, bien là, si elle ne vient pas, puis nous, on n'a pas vraiment le temps de nettoyer les surfaces, bien là, notre propre maison devient un foyer de transmission. Mais donc, tu sais, c'est à ce niveau, c'est à cette échelle-là aussi qu'on a besoin de réfléchir dans nos maisons, dans nos... fait qu'en ce sens-là, tu ne peux pas juste dire l'Agence de santé publique du Canada n'est pas capable de gérer toutes les situations qui se présentent là, actuellement. Il y en a tellement qu'on a besoin d'apprendre à apprendre. C'est ça. Juste remercier Amanda de s'être prêtée au jeu. J'ai vraiment énormément appris de l'expérience. Comme je te dis, on est en phase où on apprend du COVID par ce qu'on lit dans les revues scientifiques, dans ce qui se passe à l'extérieur dans le monde, puis tout ça, mais apprendre de quelqu'un comme toi qui l'a vécu, moi comme médecin, ça enrichit énormément ma compréhension. Je dirais que ça motive beaucoup mieux à conseiller mes propres patients ici. Là. Fait que en tout cas, moi, je te remercie énormément pour ton temps. Merci à vous. Moi aussi, j'ai beaucoup profité et beaucoup appris de cette conversation. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public pour plus de vidéos et de podcasts éducatifs dans le futur. À bientôt.